Peut-être temps du coup d'enchaîner sur notre table ronde. Bonjour à tous. Je vais inviter Jérémy Cohen, Nicolas S. et Sébastien Bismuth à me rejoindre sur scène. Et on attend Julien-Henri Maurice qui est dans un Uber qui arrive dans 3 minutes chrono. Juste là. Pour démarrer cette table ronde. Bonjour à tous en tout cas, merci de nous rejoindre ce matin. On a en plus deux Lillois qui ont pris le TGV exprès pour nous rejoindre à la première heure. Merci à tous. Alors on est là pour échanger pendant les prochaines minutes pour parler de retail et de marketing mobile. On va quand même prendre quelques instants pour se présenter. Alors Jérémy, vous êtes responsable du pôle web et mobile d'Auchan. On peut peut-être rappeler en deux, trois mots ce que pèse aujourd'hui le groupe Auchan, hein, cette formidable réussite française de la distribution. Oui, alors Auchan, moi plus particulièrement le parimètre, ce sera Auchan Drive. Le groupe Auchan, c'est 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 120 hyper répartis sur toute la France et encore plus sur 500 dans le monde, hein, je crois. Voilà. Donc concernant Auchan Drive, ça fait 15 ans qu'on existe. C'est 102 points de retrait, finalement Drive, qui sont implantés sur toute la France à chaque fois là où il y a un hyper. On totalise un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros cette année, et donc on est présent sur le desktop et puis sur les applications mobiles iOS, Android et Windows Phone. Ah, on reparlera dans quelques instants de votre présence sur le mobile. À votre droite, Nicolas S, qui vient également de Lille et qui est responsable expérience utilisateur mobile chez Leroy Merlin. Leroy Merlin aussi en quelques mots, donc autre groupe lillois. Haute propriété d'ailleurs de la famille Muliez, mais vous, votre spécialité, c'est évidemment la maison et le bricolage. Tout à fait, bonjour à tous. Donc Leroy Merlin France, effectivement, on est leader sur le marché de l'amélioration de l'habitat. C'est en quelques chiffres plus de 120 magasins en France. C'est un peu plus de 20 000 collaborateurs. Et on fait partie du groupe ADO. Voilà, un petit peu en quelques mots. Donc la maison mère de Leroy Merlin, et c'est, je crois, plus de 17 milliards aussi de chiffre d'affaires dans le monde, je dis des bêtises? Non, ça peut être ça. Ça doit être ça, ouais. Aussi un géant. À votre droite, alors une marque un peu plus récente, Undies, qu'on connaît peut-être pas forcément tous, en tout cas, je suis pas dans votre cœur de cible, je crois, qui appartient au groupe Etam. Alors Undies, parlez-nous un petit peu de votre activité, Sébastien. Et nous, on fait pas des milliards, mais on vend 22 millions de culottes par an, c'est pas mal. Et on est une enseigne qui essaie d'être culottée. Donc on est une enseigne de lingerie, on a 150 magasins dans le monde, dont 120 en France. Et puis on va vous expliquer un peu, je crois, après ce que vous faites. Il y a une vidéo. Ce qu'on fait. On fait partie du groupe Etam, effectivement. Et Undies existe depuis 10 ans. Ça, c'est une marque du 21e siècle, contrairement à Auchan et Leroy Merlin. J'espère du 22e aussi. On vous le souhaite. En tout cas, si vous restez culotté. Et Julien-Henri Maurice, donc, qui va nous rejoindre dans quelques instants. On rappelle qu'il est directeur marketing et CDO de Bazar Chic, une société spécialisée dans les ventes événementielles créée en 2006 et qui devrait faire à peu près 100 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Donc un petit poussé par rapport à ces grands groupes, mais qui est aussi très innovant. Alors, Jérémy, peut-être vous parliez déjà un petit peu du mobile. Le mobile switch, ce moment où les usages sont devenus majoritaires sur mobile a eu lieu ces derniers mois, l'année dernière. Est-ce que ça a changé votre perception de cet écran au sein du groupe Auchan et sur Auchan Drive? Ça a complètement changé. Alors finalement, assez récemment en termes d'organisation chez nous, on va dire que cette année, on est vraiment passé mobile first. Alors on l'avait vaguement dans les esprits auparavant, parce que c'est des choses dont on entendait beaucoup parler. Effectivement, le mobile réalisait un certain volume de chiffre d'affaires nous concernant, et donc on considérait, mais plutôt en fin de projet. C'était secondaire. Hein. Voilà, c'était secondaire, soyons honnêtes. Et donc là, vraiment, cette année, on a pris un virage en basculant tous nos projets en priorité en fait sur le mobile. C'est-à-dire qu'on s'interdit finalement de réfléchir à une évolution ou à un nouveau projet sans passer par le prisme en fait du mobile. Vous ne lancez plus aucun projet digital s'il n'a pas été testé au préalable sur l'écran d'un téléphone mobile. En tout cas, on se pose la question. Des fois, ça va avoir une légitimité, des fois peut-être pas en fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se pose la question, on y met les moyens. En chiffres, ça pèse quoi aujourd'hui le mobile en termes d'audience, en termes de chiffre d'affaires?
En termes de chiffre d'affaires, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires qui passe sur les applications mobiles. Je ne parle pas du trafic qui est généré sur le site internet par le smartphone ou le desktop, où là on est plutôt de l'ordre de 20% du trafic en fait, de notre site internet qui est généré sur un device qu'on dit mobile, si on considère la tablette et le smartphone. En tout cas, plus de la majorité de votre trafic digital désormais passe par un mobile, que ce soit web mobile ou application. Ouais, tout à fait. Et c'est un tiers de nos commandes, donc une commande sur 3 qui est validée sur notre appli. D'accord, donc c'est devenu considérable. Et vous nous disiez donc lancement d'une nouvelle génération d'appli l'année dernière, c'est ça C'était oui, voilà, 2014, tout à fait, 2015. ouais, tout à fait. Et donc là, on a vu vraiment un gap en fait qu'on a pu générer du fait justement d'une organisation qu'on a, parce qu'au-delà de ce projet de refonte, on y a mis une organisation derrière avec un rythme d'évolution beaucoup plus fréquent. On a des gens qui modèrent les avis, qui répondent aux gens sur les stores, et puis vraiment d'une manière générale en termes de développement, davantage de qualité et de fréquence de mise à jour. Ouais. Des best practices aussi en termes d'A/B testing, je crois. Voilà, sur lesquels on est en train d'avancer. Alors pour l'instant sur la partie appli mobile, c'est des choses qu'on est en train de poker très très clairement. On ne s'est pas encore lancé. Poker, c'est proof of concept. Voilà, c'est ça. Donc c'est des choses qu'on teste, D'accord. mais un peu dans les coulisses. Pour l'instant, les clients peuvent pas être confrontés à ça parce que les technos, par rapport à ce qu'on en attend, en fait, on souhaite encore attendre un petit peu sur ces sujets-là. Mais c'est vraiment des choses qu'on regarde de très près parce qu'on est convaincu qu'il y a un enjeu à justement tester ces interfaces, à aller chercher comme ce qu'on fait sur le web finalement. Sans arrêt en fait de l'optimisation de performance et des choses qui sont aujourd'hui un peu plus compliquées à chercher sur le mobile, en tout cas de manière en mode A/B test. Vous observez des différences en termes de panier d'achat peut-être entre le mobile et le desktop? Ouais, très clairement on a alors un panier moyen qui est un petit peu inférieur en fait sur la partie mobile, qui est drivé quand même principalement par le smartphone, mais une fréquence d'achat qui est bien supérieure, qui finalement compense en fait cette baisse de panier. Donc on résume ça finalement en des achats plus fréquents, plus petits mais plus fréquents. En fait. Nicolas, le groupe Leroy Merlin a également pris conscience qu'il se passait quelque chose sur le mobile l'année dernière, et c'est pareil, il y a eu un réinvestissement après une première présence qui datait du début de la décennie. Oui, tout à fait. On était présent sur lui depuis 2009, avec plusieurs expériences. 2009 tout pour tester, 2013 pour lancer une nouvelle version de l'application qu'on est venu enrichir en 2014-2015. Et en 2016, on a un peu pivoté en faisant une refonte à la fois de l'application smartphone et de notre site web mobile, qui, de la même manière qu'Ocean Drive, évolue très régulièrement. On a mis une organisation en place pour nous permettre de suivre à la fois l'évolution du marché, l'évolution des usages et les utilisateurs, on l'a bien vu dans les chiffres tout à l'heure, qui sont de plus en plus sur mobile, qui s'habituent très rapidement à ce qui peut arriver comme nouveauté. Pour un acteur comme Leroy Merlin, on n'est pas une entreprise technologique à la base, donc on se doit quand même de proposer des mises à jour régulières pour suivre ce marché. En termes de chiffres, ça pèse quoi aujourd'hui le mobile pour votre groupe? En termes de trafic, alors je vais parler pour Leroy Merlin France, le mobile pèse un peu plus de 45% du trafic, qui se décompose en 15% sur tablette et 30% sur smartphone. Et je crois que le trafic a doublé quasiment en 2 ans, donc vous allez basculer au-delà des 50% dans les prochaines semaines, on imagine. Ouais, dans les prochaines semaines, prochains mois, tout à fait. Et c'est ça qui est très important et qu'on a suivi de près et fortement remarqué ces dernières années, c'est la vitesse à laquelle la proportion du trafic sur smartphone augmentait, et ce qui nous a fait prendre pas mal des décisions dont j'ai parlé tout à l'heure. Très bien. Sébastien, j'hésite à vous poser la question, parce qu'on a le sentiment en fait, que vous avez transformé pratiquement vos magasins en site internet et applications, mais je tente quand même, ça pèse quoi pour vous le mobile aujourd'hui au sein de votre activité? Parce qu'on a déjà eu une discussion animée là-dessus. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on essaye alors c'est conceptuel, hein, mais on essaye de pas parler en pourcentage de chiffres internet et magasin. Vous voulez pas opposer les environnements? Vraiment, c'est une conduite du changement. On essaie de se parler d'une globalité, et c'est vrai que aujourd'hui, le trafic qu'on a sur le mobile génère quand même. Il y a beaucoup de web to store. On essaie de faire beaucoup d'actions. Par exemple, on a fait des ventes privées en magasin, mais pour bénéficier de ces ventes privées, il fallait présenter l'application mobile en magasin avec un code barre et qu'on la scanne en magasin. Donc le pur chiffre d'affaires digital aujourd'hui, c'est comme, je dirais, l'ensemble des enseignes, on est à 6-7%. Je crois que ça, le marché est entre 3 et 10, hein, donc entre 6 et 7. Mais derrière, on a beaucoup d'applications mobiles
En l'occurrence, avec notre concept Andy's Machine. On va voir une vidéo dans quelques instants. Voilà, donc on va vous montrer ça. On peut aujourd'hui utiliser sur l'application Andy's, il y a un onglet qui s'appelle Machine. Vous pouvez commander, préparer votre commande. Donc vous avez les produits disponibles en magasin, et quand vous arrivez en magasin, vous êtes détecté par un e-beacon, vous faites envoyer, et 2 minutes après, vous recevez votre produit via un pneumatique dans une capsule. Donc le mobile aujourd'hui pour nous c'est une borne, c'est la totalité de nos. Alors, on va montrer ça dans un instant, mais ce qui m'avait impressionné sur votre site web, c'est que vous aviez aussi décidé de donner la parole à vos clientes au travers des photos Instagram. On voit directement sur votre page d'accueil que cette composante mobile, en tout cas image mobile, était stratégique désormais pour vous. On croit, enfin évidemment comme beaucoup de gens, le crowd et tout le côté communautaire, c'est en tout cas pour nous, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Et on a donc une communauté qui s'appelle #Andy'sFamily, et les gens postent donc pas mal de photos portées. Des petites culottes ? Des petites culottes, des soutiens-gorge, des photos assez artistiques d'ailleurs, très jolies. Vous pouvez aller voir sur Instagram. Je sens que l'audience va exploser là. Vous pouvez faire #Andy'sFamily, vous allez être impressionné. Et en fait, c'est parti, je dirais, d'un premier post où on a vu une personne qu'on ne connaissait pas qui s'est déguisée en princesse Leila à un moment de la sortie de Star Wars et qui a porté un soutien-gorge. À l'époque, on avait fait une licence avec Star Wars et on a trouvé la photo superbe et beaucoup mieux que ce qu'on faisait nous-mêmes. Et de là, aujourd'hui, on remonte les photos Instagram, on les regramme et elles servent à alimenter nos fiches produits. Et on les trouve plus qualitatifs finalement que nos propres photos, et ça, c'est une gamification aussi pour notre communauté. Ouais. Et c'est évidemment un levier d'audience, j'imagine, significatif pour votre activité digitale. Bonjour. Julien Henry vient de nous rejoindre. Non, ça anime, forcément ça anime, mais c'est aussi un état d'esprit. Plutôt que prendre des mannequins qui coûtent très cher et donner une image de la représentation de ce qu'on peut imaginer de la femme, on prend dans la communauté réellement comment nos produits sont portés. Très bien, on verra dans un instant la vidéo de votre fameuse Andy's Machine. Julien Henry Maurice qui vient de nous rejoindre. Bonjour Julien. Bonjour à tous, désolé. Qui a eu un petit problème de Uber, hein, comme d'ailleurs, tout ça. C'est encore une app compagnie, ça, c'est du mobile un petit peu. Oui. Alors je disais donc directeur marketing et CDO de Bazar Chic. D'ailleurs, je crois un des 20 meilleurs CDO de France. J'ai cru voir un classement récent. 15e, bravo Julien Henry. C'est sans doute pour ça que tu es en retard. Tout le monde te réclame. Alors, Bazar Chic, donc une société spécialisée dans la mode et les ventes événementielles. 8 millions de membres, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu cette année. Le mobile, c'est devenu absolument stratégique aujourd'hui parce que ça représente non seulement plus de la moitié de l'audience, mais désormais à peu près plus de la moitié des ventes, je crois. Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, Bazar Chic, 100 millions cette année. Le mobile, quand je suis arrivé, donc même avant que j'arrive, il y a 4 ans, j'ai regardé les chiffres, on était à moins de 5% de l'audience. Et maintenant, on est à plus de 60. On est à 61, pour être précis. En 4 ans. Ouais. Et le gros s'est fait en 2014. On a passé la barre des 50% d'audience il y a 2 ans, c'était au mois d'août 2014, donc avec l'effet des vacances, les gens étaient plus sur leur PC mais à la plage pour commander. Et puis on voit que dernièrement, on atteint la barre des 50 sur des occasions comme les soldes. Mercredi dernier, plus d'une commande sur 2 s'est faite sur mobile. Et donc le challenge, c'est de pérenniser ça et d'arriver à ce qu'à Noël, on passe la cape des 50% de façon pérenne. Donc c'est tout le travail qui est fait. Oui. Alors je me souviens, on avait discuté l'année dernière, il y avait un petit décalage sur les paniers d'achat. Sur le mobile, on achetait peut-être des paniers d'achat plus faibles, mais plus souvent. On en est où à peine 6-8 mois plus tard? On est très content puisque le panier moyen sur iOS a rattrapé celui du desktop, voire est en train de le dépasser. Je crois que sur iPad, c'est même au-delà. Hein. Ouais, c'est au-delà du desktop, donc ce sont que des très bonnes nouvelles. Et puis la grosse bonne nouvelle et pourquoi Bazar Chic a été app first et mobile depuis maintenant 7 ans. Première application donc août 2009 sur iOS. C'est que ces mobilenotes, ils ont
un ARPU et un repeat business qui est supérieur au web. On le verra, je pense, d'ailleurs dans les slides, grâce à plein de choses qu'on peut faire via les apps. Et donc, ils achètent plus souvent et maintenant, ils achètent autant en valeur que les autres. Donc, ça augure que du bon pour la valeur. Très bien, on en reparlera dans quelques instants. Mais avant ça, on va peut-être reparler du retail, parce que c'est quand même, pour 3 d'entre vous en tout cas, votre principale activité. Alors, chez Auchan, vous nous disiez, l'idée de cet écran mobile, c'est paradoxalement de renvoyer vers le drive, en tout cas de passer ses commandes dans ces boutiques. C'est quoi la philosophie générale? C'est que le m-commerce restera secondaire et que il faut tout simplement s'appuyer sur les différents écrans et les forces des uns pour renforcer les autres? Alors, c'est en partie ça, effectivement, pour nous. Ça fonctionne. Ça fonctionne. On se doit en fait d'être présent partout où le client est. En fait, donc très clairement, on peut pas se permettre nous de rater un moment en fait où le client se dit tiens, j'ai besoin en fait là j'ai un temps à accorder en fait pour faire mes courses, potentiellement juste compléter un panier. On peut pas rater ce moment-là. Donc on est en train de cartographier tous ces moments où soit on est présent mais mal, soit on n'est pas présent, et essayer de voir en fait comment est-ce qu'on peut les adresser, quel que soit le canal. Finalement, on se dit pas il faut absolument qu'on soit exclusivement sur le mobile ou exclusivement sur le desktop. C'est pas comme ça que l'histoire en tout cas s'est construite. On a bien vu que c'était plutôt les clients qui nous disaient où est-ce qu'il fallait qu'on soit et le retard qu'on avait et la dette qu'on avait vis-à-vis d'eux jusque-là. Donc on est vraiment dans cette logique de on adresse tout partout tout le temps, et donc c'est pour ça qu'on adresse le maximum de plateformes avec le même niveau de service en fait quel que soit le device. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez lancé récemment pour optimiser cette fonction Drive? Alors cette fonction Drive, on a créé des listes automatiques en fait où sur des nouveaux clients en fait qui sont potentiellement déjà des clients de l'hypermarché, on commence à créer des ponts en fait entre le offline et le online pour finalement faciliter le parcours de course et cette première commande qui est critique. Parce qu'il faut, au-delà faut lever le frein en fait il faut que je prenne en main l'interface, faire ses courses. Nous, on vend des boîtes de petits pois et des bouteilles de coca, donc c'est pas hyper sexy. Je suis pas là pour me faire plaisir, je suis vraiment là pour gagner du temps. Donc le credo, c'est vraiment toujours comment je peux faire en sorte que le client s'y retrouve, et en tout cas le sentiment de gagner du temps, et tout en combinant finalement aussi les aspects de commerce en fait où je dois aussi pouvoir lui proposer des produits innovants ou des produits sur lesquels j'ai plus intérêt à ce qu'il les achète. Donc il faut réussir à trouver ce juste milieu, et cette notion de temps perçu, elle est clé pour nous finalement, parce qu'il peut potentiellement avoir l'impression que le site ou l'application est lente en fait à réagir, et du coup va vite être agacé en fait, et soit potentiellement nous quitter, en tout cas minimiser son panier. Et à l'inverse, en fait, va pouvoir trouver nos offres pertinentes, la manière dont on lui pousse les produits en fait pertinents, et du coup y passer davantage de temps sans avoir l'impression d'y avoir passé le temps qu'il y a passé. Donc tout l'enjeu pour nous, il va vraiment travailler sur cette notion de performance et cette notion de comment j'arrive à pousser les bons produits au bon moment, au bon client. Donc on travaille vraiment sur tous les aspects de personnalisation de l'expérience utilisateur, personnalisation de l'offre, et puis la notion de performance pour que ça réponde vite et bien. Vous avez des clients qui ont tendance à acheter toujours la même chose ou qui sont prêts à tester des nouveautés? Alors, il y a une grande partie des clients qui quand même rachètent souvent la même chose. Encore une fois, on est sur les achats du quotidien, et donc il y a toute une partie en fait du panier qui n'a pas vocation à bouger, et sur laquelle justement on se dit perdons pas de temps, celui-là on le met déjà dans une liste en fait, et comme ça il peut d'autant plus être enclin à aller voir justement des nouveautés ou des choses sur lesquelles on veut l'amener. Et néanmoins, après, on voit qu'à chaque fois il y a des gens qui sont capables de switcher en fait d'une marque à une autre en fonction de promotion, en fonction de, justement de nouveautés en fait qu'on est capable de sortir. Et donc, il y a cette capacité, et heureusement pour nous, à pouvoir justement ajouter des produits complémentaires ou supplémentaires au panier. Au-delà du drive, est-ce que le mobile est aussi utilisé pour les supermarchés, les hypermarchés Auchan, pour, je sais pas, accompagner le client dans les rayons? Oui, alors c'est des choses qui sont expérimentées. Alors il y a des choses qui existent déjà avec des applications qui permettent de consulter les promotions en magasin. Du côté de Champ.fr, c'est tout ce qui va être le repos. En fait, finalement, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent des produits sur le site internet, qui après passent la commande ou vont retirer la commande directement au magasin. Donc il y a différents axes en fait qu'on attaque par le mobile, et puis globalement après c'est tout ce qu'on appelle le magasin connecté, finalement comment on va pouvoir réenchanter l'expérience en magasin par le mobile avec des beacons, avec de la géologue, etc. Et à ce niveau-là, le groupe est assez en avance ou pas sur le beacon ou pas? C'est des choses qu'on expérimente. D'accord, ça reste au stade de l'expérimentation. Chez Laurent Merlin, comment vous voyez aussi le mobile? C'est un outil pour aussi préparer sa visite en magasin
au-delà du m-commerce? Tout à fait. Et j'ai bien aimé du coup la remarque et l'état d'esprit de dire que le mobile, ça peut être un canal de conversion, mais c'est surtout inclus dans le tout. Et c'est un peu ce qu'on vit aussi chez nous, où le mobile peut servir à convertir, mais surtout là pour générer du trafic en magasin, préparer sa visite, que ce soit sur de l'achat ou du projet. Parce que nous avons aussi du projet. Et une fois en magasin aussi, servir à accompagner la visite en magasin pour ceux qui le souhaitent tout à fait. Donc concrètement, c'est un plan du magasin, une localisation rapide des différents produits, un accès peut-être au niveau des stocks? Tout à fait, ça, on propose le stock des produits, on propose toutes les informations magasin, les actualités, événements qui peuvent se passer dans nos magasins. On a aussi passé beaucoup de temps à être bien référencé, quand je parlais tout à l'heure de Mobile to Store, bien référencé sur des plateformes tierces qui permettent de se rendre en magasin où on avait les plans de Google, les plans d'Apple. Exactement. Et ensuite, oui, les plans des magasins, la localisation des produits sont des choses à venir et vont permettre d'accompagner ces visites en magasin. On parlait des technologies beacon, c'est des choses aussi que vous testez au sein du groupe Leroy Merlin? Qu'on va commencer à regarder. On va pas se focuser dans un premier temps sur la technologie, mais plutôt sur l'usage qu'on veut en faire. Et on choisira la techno qui ira bien ensuite. Donc effectivement, on va tester plusieurs choses. Ouais. Alors Auchan, c'est principalement du self-service quand on est dans les magasins, alors que chez Leroy Merlin, il y a quand même une forte composante aussi avec les vendeurs. Est-ce qu'il y a un risque que le smartphone remplace partiellement vos vendeurs? Chez Leroy Merlin, on a effectivement deux types de produits. On a le libre service aussi, tout ce qui est clous, perceuses, visseuses, etc. Même pour les clous, moi je demande un conseil aux vendeurs en général. Et tout un même projet. Et effectivement, c'est des besoins qui sont différents en fonction des clients. Le mobile n'a pas vocation à remplacer les conseillers de vente, mais être un outil supplémentaire pour accompagner ce que je disais tout à l'heure, la visite en magasin. Donc, si je suis venu en magasin et que j'ai envie d'être autonome, l'application mobile va me permettre de gagner du temps et d'être autonome. Par contre, si je suis venu et que j'ai besoin d'un conseil auprès d'un conseiller de vente, le conseiller de vente sera toujours présent pour m'apporter ce conseil-là. Du coup, c'est bien complémentaire. Ouais. Très bien, en tout cas, c'est un premier pas vers le commerce connecté. Et je vous propose qu'on parle justement d'une expérimentation très intéressante. Je ne sais même pas si on peut même aller au-delà de l'expérimentation pour vous parler de la Undies Machine. Et on va regarder une vidéo ratée. Bon, je vais commenter. Oui, allez-y. Ou alors, essayez de mimer le son, le micro. Notre Beat Machine. Alors, donc là, on est dans un magasin de 200 mètres carrés qui est rue de Rivoli, où vous avez une double expérience. Vous pouvez consommer, avoir un parcours client habituel à travers des produits ou à travers une borne où vous choisissez vos produits et vous recevez via une capsule 2 minutes après le produit. Donc là, vous voyez la borne, vous pouvez mettre votre prénom. On vous dit que le produit est prêt au tuyau numéro 6 et vous allez le récupérer. Donc ça, c'est la réserve. Donc il y a une zone de préparation de commandes. Les commandes, donc tout est en RFID. Les commandes arrivent sur un Samsung qui est au poignet des préparateurs de commandes. Et donc les gens sont livrés de cette façon originale. Mais en réalité, ce concept est fait pour des petites surfaces. C'est pour les surfaces de 50 mètres carrés où on ne peut pas mettre toute l'offre. On va mettre une partie de l'offre en surface de magasin, quelques muraux pour montrer un peu l'ambiance des produits. Vous pouvez consommer à travers ce petit magasin normalement, vous n'avez pas 100% de l'offre. Et toute l'offre se trouve dans les sous-sols, donc ça permet d'exploiter des petits magasins avec des grandes réserves. Donc il y a un business model extrêmement rentable puisque vous faites des économies de loyer. Mais la réalité, c'est que les gens, et c'est ça a été la découverte, trouvent ça pratique. Donc pour être sûr de l'efficacité de ce concept, on l'a testé sur une très grande surface où le consommateur n'a pas l'obligation d'aller dans les bornes pour avoir tous les produits, pour voir un peu le comportement client et voir quelle part des gens vont sur les bornes et vont sur le magasin pour voir si effectivement on a
entre guillemets, amener une nouvelle façon de consommer en magasin, et on a plus de 35 à 40% des gens qui consomment via la borne. Alors, quand on interroge les gens, ils nous disent que c'est pratique. En lingerie, en soutien-gorge, il y a 13 tailles. Donc, vous pouvez sélectionner votre taille très facilement. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher dans un picot. Vous pouvez filtrer. Donc, les gens étant éduqués par les pure players, par les sites internet, à la recherche sur internet, vous pouvez filtrer votre couleur, votre modèle, votre produit, rechercher très facilement ce que vous le souhaitez, alors qu'en magasin, on impose un merchandising théâtralisé où finalement, vous voulez du rouge, mais alors le rouge est dans l'histoire rouge tout au fond du magasin, le noir est complètement à droite, puis après on fait un thème ethnique, etc. Sur les bornes, il n'y a pas de thème, hein, c'est vous qui êtes maître de votre sélection, et les gens donc apprécient cette façon de consommer. Nos paniers moyens sont 50% plus élevés sur les bornes, et ce qui est incroyable, c'est que le taux de transformation dans nos métiers, c'est pas comme dans le supermarché, c'est pas 100%, hein, c'est 20-25%. Donc vous avez 75% des gens qui rentrent dans un magasin de textile ou de lingerie qui ressortent sans les mains vides, ouais. Et qui repartent les mains vides. Quand vous passez via la borne, le taux de transformation est de 50%. C'est-à-dire que l'engagement d'avoir fait sa sélection via un écran, ce sont des gens qui sont très captifs, qui prennent le temps de faire leur shopping, qui ont un panier moyen plus élevé. L'engagement fait qu'on monte à 50% de taux de transformation. Donc, et on a été beaucoup plus loin, puisque on peut complètement on n'a pas besoin des bornes. Vous avez tous une borne dans votre poche, et vous avez exactement les mêmes fonctionnalités sur votre téléphone portable. Vous pouvez également scanner les produits avec le téléphone en magasin et le sélectionner, vous le faire envoyer. Vous pouvez aussi, il y a un tracking capsule, voir sur votre téléphone portable si votre capsule est en préparation et à quel moment elle va arriver. Les capsules, c'était les petits systèmes qu'on voyait se déplacer dans les tuyaux. C'est les tubes pneumatiques, c'est une technologie qui existe depuis 200 ans. Jusqu'en 1945, on envoyait des pneus à la poste, hein, et il y a un réseau de pneumatiques sous Paris de 450 km. Qui pourrait peut-être d'ailleurs un jour être réutilisé par des acteurs du e-commerce. À la place des drones, ça peut être pas mal de mettre quelques entrepôts en région parisienne. C'est une idée business, hein, pour ceux qui veulent. De mettre des stations d'accueil à côté de la poste, pourquoi pas, avec des capsules, pourquoi pas. J'y ai déjà pensé, mais j'ai mieux à faire. À qui il appartient ce réseau? Parce qu'il à la ville de Paris, mais le diamètre est trop petit. Même pour des sous-vêtements? Pour les strings, a priori, ça peut être le diamètre. Il y a un film de François Truffaut qui s'appelle Baiser volé. Vous voyez tous ces tubes où il y a des lettres d'amour qui circulent dans les sous-sols de Paris. C'est un très beau film. Et le diamètre est extrêmement réduit. C'est vraiment pour mettre une lettre. Mais c'est une façon d'envoyer qui est très peu cher, parce que c'est de l'air comprimé. Donc c'est un moteur d'air comprimé, ça peut faire des kilomètres. Dans l'hôpital Necker, il y a 35 km de tubes pneumatiques, et c'est une technologie qui a toujours été utilisée en médical ou dans les hypermarchés pour envoyer l'argent. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a connecté à un ordinateur, et ce qui est assez incroyable, c'est que il y a cette interactivité, c'est-à-dire que les gens, en appuyant sur leur mobile, envoyer ma capsule, la voix, c'est très ludique, c'est une expérience utilisateur, j'imagine, qui explique aussi ces bons taux de transformation. On a envie de jouer avec le système. C'est très ludique, mais nous, on a eu peur que ça soit trop ludique. Et la grande vraiment surprise, hein, et on l'avait pas fait on avait fait parce que notre magasin était trop petit, on pouvait pas mettre toute l'offre. Donc il a fallu trouver une solution pour mettre l'ensemble de l'offre. Et la bonne surprise et le hasard et l'accident, c'est que les gens trouvent ça. À aucun moment, ils parlent d'un côté ludique, les gens trouvent ça pratique. Donc c'est vraiment ramener Internet dans le magasin sans la frustration d'attendre plusieurs jours. À peine une heure ou deux, désormais, avec un acteur américain. Sauf que quand vous disiez tout à l'heure, je rebondis là-dessus, juste pour rajouter quelque chose, donc là, il n'y a pas la frustration d'attendre, vous recevez votre produit tout de suite, mais quand vous disiez, finalement, vous reprenez des codes d'un pure player, etc., nous, notre approche, c'est que finalement, on est en avance sur les pure players, puisque vous parliez de livraison en 1 heure. Nous, on a déjà 150 entrepôts physiques en France. Oui, vos magasins prêts à livrer en 1 heure toutes les grandes villes. Donc, les pure players s'accrochent. Juste avant d'avoir la réponse de Julien-Henri Maurice, vos vendeurs, comment ils vivent d'être paradoxalement moins efficaces qu'un écran tactile avec un pneumatique?
Alors en fait, nous on a un énorme turnover. Aujourd'hui, le métier de vendeur chez Endies est un métier qui n'est pas facile. Il y a beaucoup de manutention, beaucoup d'étiquetage, de mise en rayon, vous savez, les clients déplient tous les produits, il faut les replier, etc. Donc c'est assez compliqué. Et avec cette technologie, on redonne du sens au métier de vendeur, puisque les gens choisissent sur l'écran, le produit donc n'est pas déplié dans le magasin, et surtout on amène une nouvelle dimension au vendeur qui accompagne le client sur la borne, qui lui explique comment ça fonctionne, qui lui montre les dernières technologies avec le téléphone, et également... Donc, il n'a pas le sentiment d'être en concurrence avec l'écran. Et alors nous, en plus, on a rajouté, on a demandé à nos équipes de vente, on appelle ça un nom très très marrant, non pas marrant, mais ça s'appelle des DUGS, c'est des Digital Endies Girl Store. C'est-à-dire qu'on a demandé à nos vendeuses, on a attribué des heures en magasin pour que nos équipes de vente soient des community managers. C'est-à-dire que j'avais 2 community managers au bureau, ce qui était pas beaucoup quand vous avez 600 000 fans, quand vous avez des fans en Espagne, en Belgique, etc. Vous êtes sur Instagram, Snapchat, on utilise des technologies aussi, notre service client est sur WhatsApp, etc. Mais du jour au lendemain, je suis passé de 2 community managers à 25. Donc j'ai attribué des heures dans 25 magasins et j'ai aujourd'hui des vendeuses qui font du community management. Et on pourrait même imaginer que demain, toutes vos vendeuses soient des community managers. Oui, en tout cas, on essaie d'enrichir ce métier. On veut intégrer le chiffre d'affaires Internet dans chaque compte d'exploitation magasin. On veut faire préparer les commandes Internet dans le magasin à travers un OMS qu'on est en train d'installer. Donc, il y a une transformation pour que les magasins physiques soient un relais de notre site digital. Donc le magasin physique doit être au service du digital. Voir le physique cannibalise le digital, ce qui est inattendu dans ce sens-là, mais c'est ce que vous appelez le digital. Il n'y a pas de cannibalisation, il est au service du digital et le service des ventes et de la performance de service. Julien Henry, quelques remarques peut-être, parce qu'on vous taquinait sur le fait que vous étiez en retard. J'imagine que vous avez un autre point de vue. Non, enfin. En tout cas, vous ne faites pas de retail, puisque vous êtes effectivement un pure player, mais on évoquait effectivement l'initiative d'Amazon qui a lancé il y a une dizaine de jours Amazon Prime Now qui livre en 1 heure avec un gros entrepôt dans le nord de Paris, qui livre le nord de Paris. Peut-être pas à l'heure de pointe, faudra vérifier. En tout cas, quel est votre regard là-dessus? Est-ce que ces frontières ont tendance à s'effacer aujourd'hui? Est-ce que le nombre d'entrepôts logistiques devient un sujet vraiment plus stratégique qu'avant? Il y a un vrai sujet, c'est vrai que les gens sont de plus en plus habitués à cela. Je dirais qu'il y a 2 choses. Il y a le secteur de la vente privée et il y a l'e-commerce, déjà. C'est 2 choses différentes. La vente privée, les gens sont à peu près historiquement habitués à acheter à moins 70 et donc avoir en contrepartie de devoir attendre 15 jours, 3 semaines, 5 semaines, ça dépend du fournisseur en face. Et ça fait un peu partie du contrat moral. Ce qu'on observe, c'est qu'en effet, il y a quand même une sacrée demande. Chez Bazar Chic, énormément de travail fait pour réduire ces délais, les optimiser, donc beaucoup de travail à la supply chain. Et nous, ce qu'on a fait sur notre opération, par exemple, sur les soldes, conscient de ces délais et de cette impatience des consommateurs, on s'est organisé pour qu'on puisse livrer en 72 heures. Des stocks, donc ce qui est assez disruptif sur la vente privée. Et puis, c'est juste avant, c'était bien, non, c'était, encore. Donc on avait la capacité, contrairement à l'année dernière sur les soldes, à pouvoir livrer en 72 heures. Donc c'est beaucoup d'organisation, c'est du travail depuis 2 mois sur ce dispositif. Et les clients s'y trompent pas. Donc je pense que c'est vraiment une tendance. Le fait que Bazar Chic puisse jouer cette carte de la rapidité, tout en étant un acteur de la vente privée, et donc en tapant très fort le premier jour à moins 80%, ça a été un succès assez record depuis 10 ans sur le lancement des soldes, puisqu'on a fait pratiquement plus 50 sur la première journée mercredi dernier. Et les soldes ont été juste un vrai sujet. Ce qu'il faut comprendre chez un acteur comme nous, c'est que les soldes pourraient n'être un non-événement,
puisqu'on est soldeur, donc c'est notre métier C'est toute le seul l'année. toute l'année, ouais, c'est ça. Donc on pourrait laisser nos marques partenaires déstocker à leur tour ce qu'elles font. Nonobstant, on le fait également et on voit que les gens s'y sont habitués à ces rendez-vous marketing qu'on a créés à la direction et qu'il y a des vrais pics de trafic sur le mobile. Comme j'ai dit, on a dépassé les 50% en transactionnel. Et donc c'est quelque chose qui est très important parce que nous, on s'organise tout le temps pour être le plus court possible. Et même sur les ventes qui peuvent être un peu plus longues, on a gagné en moyenne une semaine. Alors, vous nous reparlerez dans quelques instants de vos best practices en matière de m-commerce, mais chez Auchan et au sein du groupe, il y a eu pas mal d'expérimentation aussi en matière de m-commerce. Il me semble que vous aviez travaillé avec des objets connectés, ChronoDrive, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, c'est quoi votre vision pour le futur? C'est qu'on fasse ses courses à voix haute dans sa cuisine et qu'on puisse être livré très rapidement ou qu'on puisse se servir directement dans un drive? Bah, pourquoi pas. On est un peu agnostique. J'aime bien l'idée que Nicolas poussait de dire on part pas sur une techno bien en tête en se disant voilà il faut absolument qu'on sorte un objet connecté. Je pense que ce serait l'erreur typique à pas commettre. Sauf pour dire qu'on fait un coup de com, en fait c'est juste pour faire parler de nous, mais voilà, on est plutôt en train de regarder les usages et donc comme j'évoquais tout à l'heure, plutôt essayer de lever les freins en fait qu'on identifie de par nos analytics, de par toutes les données, les remontées clients, tout ce qui peut nous faire nous donner de la matière en fait sur l'expérience de l'utilisateur et se dire comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça avant que d'autres ne le fassent. Et donc pour ça, on peut s'appuyer sur des technologies, on peut s'appuyer des fois juste sur du bon sens, et souvent sur du bon sens finalement. Et la technologie, elle viendra finalement faciliter ça ou demain lever encore d'autres freins. Donc voilà. Donc effectivement, en Chrono, ils ont lancé cet outil en fait qui permet de soit de manière vocale, soit de manière en scannant un code barre, finalement avec un objet connecté qui est aimanté sur le frigo. Donc c'est une sorte de petite boule qui est aimantée, effectivement. Blanche, voilà, qui est assez design, avec un seul bouton central qui est aimanté sur le frigo. Et donc soit en appuyant longtemps dessus, ça déclenche un micro en fait qui enregistre la voix, voilà, qui enregistre la voix, qui communique à l'application, qui retranscrit à l'application en fait les items qui sont ajoutés dans une liste. Donc concrètement, c'est la liste des courses qu'on va dicter voilà, à son application au travers de cette petite boule blanche. Tout à fait. Et sinon, je le prends dans la main et avant de jeter un article à la poubelle, finalement, je vais scanner son code barre et ce qui va me permettre en fait de l'ajouter directement à la liste. Donc ça, voilà, nous on a cherché, on s'est tâté aussi pour le lancer de notre côté. Pour l'instant, on avait, je pense, eu peut-être le tort à l'époque de chercher un modèle économique là-dessus qu'on n'a pas trouvé, donc du coup on n'y est pas allé. Là où ils sont plutôt partis sur un coup de communication qui a effectivement eu son succès. Mais c'était pas notre optique. Donc notre vision, c'est effectivement, on est en train de regarder tout ce qui est c'est des choses qu'on observe en fait, les chatbots sur lesquels on se dit voilà il y a des choses très certainement à faire. Donc, alors les chatbots, on rappelle, hein, c'est les petits agents conversationnels automatiques dans les applications de messagerie instantanée. Tout à fait, donc du type Facebook Messenger en fait, et sur laquelle soit sur la relation client, j'ai un souci par rapport à une commande que je souhaite décaler. Là aujourd'hui je dois soit appeler, tomber sur un plateau téléphonique, c'est pas forcément évident alors que j'ai juste voilà une information à donner. On se dit que voilà en envoyant un message via Messenger, je peux très bien donner une information et avoir un feedback et terminer. Donc c'est globalement tout ce qui va être de automatiser un certain nombre de choses en termes de relations clients. Là aujourd'hui beaucoup de choses sont traitées à la main par des humains et de se dire voilà on va recentrer l'humain là où il a vraiment une forte valeur ajoutée, on a besoin de son intelligence et tout ce qui est vraiment récurrent, rébarbatif en fait finalement on va le confier à des machines. Donc ça c'est des choses qu'on observe et effectivement l'alimentation de la liste de courses en fait est vraiment une notion clé chez nous et donc tout ce qui est enceinte connectée du style Echo de Amazon ou celle de Google qui va sortir ou qui vient de sortir je sais plus, voilà on se dit qu'il y a quelque part le fait d'avoir un micro chez soi en fait avec lequel je puisse interagir. Nous en tout cas on trouve ça vraiment très très intéressant et on regarde ça de près. On pourrait imaginer un déploiement à plus grande échelle dans les prochaines années? Encore une fois, si l'usage se fait sentir, si à un moment donné on arrive à des tests qui deviennent concluants, oui, mais on partira pas dans l'idée de se dire on va lancer un objet connecté pour lancer un objet connecté. Il faut vraiment que ça réponde à un vrai usage. Nicolas, c'est quoi votre vision pour le développement du m-commerce, en tout cas du e-commerce au sein du groupe Leroy Merlin? Ça va devenir un gros sujet dans les prochaines années? Oui, complètement. On a déjà déployé pas mal de choses. On parlait tout à l'heure de délai de livraison. On a déployé le retrait 2 heures en magasin parce que de la même manière que Andy's, on a ce réseau de distribution qui est présent. Donc on l'a utilisé, ça a été déployé sur l'année dernière totalement. Et on voit que sur le mobile, c'est vraiment
un mode de livraison qui est apprécié parce qu'il est rapide et parce qu'il est gratuit. C'est une volonté de l'entreprise également de rendre ce service gratuit malgré les coûts que ça peut engendrer pour nous en termes de préparation. Donc ça, c'est pour la partie des livraisons. Il y a la partie coût de livraison aussi, parce qu'on livre aussi des produits qui peuvent être lourds, encombrants. Donc c'est un coût de livraison qui est non négligeable. On peut en absorber une partie, pas tout, parce qu'on perdrait en rentabilité. Du coup, il faut qu'on regarde ça aussi. Ça peut être un des leviers pour améliorer la prise de commande. Et sur la partie mobile, effectivement, on va regarder donc comment on peut simplifier l'expérience utilisateur, l'expérience d'achat, à la fois hors magasin, en magasin, et via une partie relationnelle aussi. Et c'est un des axes forts de notre application. Qu'on souhaite développer encore plus, ce côté relationnel qui va permettre de manière indirecte, on l'espère, de générer des ventes, qu'elles soient sur mobile, en magasin ou sur desk, après au final, peu importe. Mais c'est plus la dimension conseil que vous voulez développer sur le mobile ? Alors à la fois le conseil et puis tout ce qui va tourner autour de la relation. Est-ce que la commande est prête, comment je peux faire pour installer tel ou tel produit chez moi. Enfin voilà, on peut imaginer plein de types de questions et de réponses à apporter. Ouais. D'accord, donc le mobile plus en outil d'avant-vente ou d'après-vente et pas exclusivement un outil transactionnel. Chez Andy's, Sébastien, je crois que vous vous êtes beaucoup inspiré aussi de ce qui se passe en Asie. Hein. Vous avez fait, je crois, quelques voyages sur place et vous m'aviez dit qu'ils étaient très très en avance. Alors on parlait des expérimentations de Facebook Messenger et des chatbots, mais apparemment en Asie, ils ont déjà ça depuis 1 an ou 2, notamment sur WeChat. C'est quoi ce que vous anticipez chez nous, fort de ce que vous avez pu voir là-bas ? En fait, notre discussion, c'est que vous me disiez qu'on était très en avance, et je vous disais non, on est peut-être en avance sur le marché français, mais au niveau du marché mondial, on est juste très en retard. Et quand on voit dans des pays comme les Philippines, hein, par exemple, où aujourd'hui la banque est complètement dématérialisée et tout se passe sur mobile, quand vous allez à Shanghai et que vous voyez quelqu'un s'arrêter devant une machine qui presse des oranges et qu'avec son téléphone il clique et puis l'orange se presse et que il boit son jus d'orange sans avoir fait d'autres actions. Mais est-ce qu'il se la fait pas livrer par pneumatique ? Non, heureusement on a des idées, mais quand on voit WeChat aujourd'hui, WeChat c'est un service global. Hein, c'est vraiment, je vous invite tous à vous inscrire sur WeChat. La version occidentale est beaucoup plus pauvre. Hein, il y a quasiment pas les applications. Elle est quand même intéressante et on s'approprie ça. Mais aujourd'hui, ils payent leurs notes de téléphone via WeChat. WeChat, c'est le WhatsApp, c'est en même temps le réseau social. Enfin, c'est vraiment tout est encapsulé chez WeChat, et donc ça aussi ça montre une tendance alors quand je parlais des pure players, je présentais parce que nous par exemple on travaille avec vente privée. On a délégué complètement nos soldes digitales chez vente privée, ce qui n'avait jamais été fait, parce qu'on estime que je crois que Julien a quelque chose à vous proposer pour après la table ronde. On estime que notre rôle est de distribuer des produits et qu'il faut s'appuyer sur chaque acteur dans son domaine et aujourd'hui traiter des volumes énormes en logistique, en e-commerce, etc. Les gens qui savent mieux le faire aujourd'hui sur le marché, ce sont des gens comme vente privée, showroom ou bazar chic, et au lieu de caper un entrepôt pour une pointe d'une semaine, on a délégué complètement nos soldes chez vente privée et on est passé, on avait dans notre base moins d'1 million d'emails, on a ciblé 30 millions de personnes du jour au lendemain. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui il y a tout un nouvel écosystème qui est en train de se construire entre les pure players et les gens qui ont des magasins. Alors Julien-Henri Maurice a les cheveux un peu plus courts que ceux de Jacques-Antoine Grandjean, mais je pense que les best practices sont à peu près les mêmes. On peut voir un petit peu sur ces slides ce qui a été fait récemment. Je vais peut-être rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je suis totalement d'accord, j'ai vu mercredi dernier ce qui s'est passé sur vente privée. C'est pas faux ce qui est dit, c'est-à-dire qu'on observe pas mal, nous, que certaines marques versus tout faire en stand-alone, ça dépend de la grosseur évidemment des fournisseurs, mais de plus en plus se rentrent dans une logique un peu de délégation, entre guillemets, parce que c'est vrai que nous, on paye le trafic pour qu'ils viennent, les gens sont captifs, ils viennent tous les matins, on a un savoir-faire, on a
pas mal travaillé sur le mobile, hein, c'est pas mal d'investissements, donc comme je disais depuis 7 ans. Et puis 8 millions de personnes que vous avez éduquées à ce type de vente. Exactement, donc ils sont dans cette attente de la bonne affaire, au bon prix, au bon moment. On touche l'audience mobile, ce qui est, comme je disais, un vrai investissement et il faut vraiment être bien équipé pour pouvoir capitaliser, faire du transactionnel, c'est pas juste d'avoir de l'audience mobile. Et donc tout ce travail-là, c'est vrai qu'on voit que ça commence à bien fonctionner et qu'on a des marques qui commencent à dire vous avez un all-in-one assez intéressant, faites-nous, et nous en plus on peut faire de la communication autour en effet, on peut événementialiser, on travaille beaucoup sur ce Donc il y a des marques qui pourraient renoncer finalement à développer une expertise interne en matière d'application ou de site web mobile et tout simplement travailler avec des pure players comme Bazar Chic pour immédiatement atteindre des volumes de vente significatifs. Je pense pas que ce soit la finalité, parce qu'il faut jamais quand même oublier que le credo de sociétés comme les nôtres, ce sont les invendus. Oui. Donc avant les invendus, il y a la saison, je dirais, N. Par contre, il y a de plus en plus de stocks, donc on a des très bons fournisseurs qui viennent nous voir. Non, ce qu'on observe, c'est que finalement, la logique de vente événementielle est totalement intégrée dans le plan d'animation commerciale annuel dorénavant. Donc, c'est plus juste des marques qui viennent parce qu'elles sont, entre guillemets, je veux que ces personnes sont les marques historiques, etc., mais mal fait leur job et que donc elles ont des stocks et donc ça leur coûte cher. Et donc, ça peut être la faute de la météo aussi. Hein. Cette année, ça va être une année intéressante. Donc, nous, ça serait une bonne année pour nous. Mais, oui. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on savait au début, c'était un peu, on arrivait en bout de chaîne. Il y avait un côté opportunisme ou un peu, je viens de stocker parce que j'ai pas le choix. Là, cette année, ça va faire volontairement. Vraiment, on sent qu'il y a vraiment. Vous nous parlez de Parc Astérix, par exemple, qui ont décidé de lancer leur saison avec des ventes événementielles. Ils amorcent, soit avec nos confrères ou avec nous, ils amorcent toujours quelque chose en amont. Et on voit que ce qu'ont dû travailler beaucoup les pure players, c'est de bien avoir une promesse au niveau de la marque, c'est d'avoir un écrin pour elle, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas sur des ADN qui peuvent être premium, c'est que le mot 70 versus une marque, ça peut être un peu traumatisant pour une marque. Donc la promesse d'un acteur comme Bazar Chic, c'est de bien mettre en scène, et c'est là que tout le savoir-faire, quand on refait le shooting photo, quand on donne une deuxième vie au produit, permet de bien pouvoir valoriser la marque et démultiplier du coup ce qui est délivré via l'audience et via tout le savoir-faire digital. Et une vraie expertise dans tout le tunnel de conversion. Là, on voit des slides sur la partie paiement, c'est aussi un point, j'imagine, de ne pas négliger. Oui, le travail sur l'UX, sur les parcours clients, ça fait longtemps qu'on y travaille et c'est vraiment un gros sujet. Pour pouvoir justement avoir un taux de conversion qui soit bien meilleur, parce que historiquement il était divisé par 2 par rapport au desktop, donc beaucoup de choses, beaucoup de challenges quand on dit j'ai passé la barre des 50% du mobile, oui, mais ça convertit 2 fois moins, donc au début c'est pas forcément une bonne nouvelle. On travaille pour que ça devienne une bonne nouvelle. Donc oui, dans les practices, il y a en effet, sur le slide avant, on a vu, on a les push. Donc les push, on l'a fait en se disant qu'on va pas le faire comme l'email, puisque l'email, en général, historiquement, en tout cas, c'était fait en full base, tous les jours, donc on a un taux d'attrition assez fort. On est sur des devices qui sont ultra personnel, tout le monde le sait, mais donc parfois c'est du bon sens, mais on l'oublie dans le marketing. Donc là, on le fait de façon ciblée, on le fait pas tous les matins, c'est vraiment de façon parcimonie pour avoir le meilleur taux d'engagement en plus. Et on voit que quand on le fait, on a un boom d'audience qui est au moins de 33%, donc sur les users. Donc on revient à la base de notre métier, de l'événementiel. L'interstitiel, quand je suis arrivé, on s'est pas mal identifié par rapport à des acteurs qui se faisaient plutôt dans le média, chez Figaro, etc., pour des logiques de médias et de CPM. Nous, on l'événementialise aussi via les interstitiels. On voyait donc sur la home avec les pictos. Et ensuite, en effet, sur tout le UX, sur le parcours d'achat, qui est l'expérience utilisateur. On peut évidemment enregistrer sa carte pour faire du paiement en one click. On a l'achat express. En gros, plus c'est simple, mieux c'est. C'est des parcours simplifiés, c'est beaucoup de travail. Et le mobile vous a obligé tous à repenser évidemment aux interfaces pour faire quelque chose de toujours très très simple. Alors il va être peut-être temps de faire un petit mot de conclusion en vous écoutant et puis en citant l'exemple d'Amazon qui livrait désormais en très peu de temps. J'ai l'impression que les frontières entre retail, web et mobile sont un peu en train de s'effondrer et que finalement, Jérémy, peut-être la vision du futur, c'est tout simplement une vision omnicanal. C'est ça aujourd'hui au service de la satisfaction client, votre vision pour le futur ? Alors nous, on s'estime un peu né de cette disruption, même si on parlait pas de ça à l'époque. C'est finalement comment on va porter le magasin et faciliter ce parcours de course en fait en s'appuyant sur le digital. Maintenant, le virage qu'on est en train d'amorcer, c'est effectivement comment on réconcilie les données
les données liées à la carte de fidélité qui véhiculent un certain nombre d'informations et qui peuvent faciliter encore une fois le parcours du client, que ce soit depuis le magasin vers le digital ou depuis le digital vers le magasin. Donc ce qu'on appelle nous le cross-canal, donc il y a un grand chantier en fait qui est lancé chez Auchan. Et la data sera le point commun évidemment. Ouais, très clairement. C'est vraiment la pierre angulaire, quoi. Ouais. Très bien, on invite évidemment tout le monde à aller faire ses courses chez Auchan. Il y a un Auchan Drive pas très loin d'ici. Ah, il y en a en région parisienne, oui, il y en a pas à Paris intramuros. Les gens peuvent déjà faire leurs courses sur leur application. Ils seront géolocalisés, on les amènera vers le drive le plus proche. Merci Jérémy. Nicolas, également, un mot de conclusion. Votre vision de l'avenir, c'est aussi une vision omnicanal ? Complètement. On le voit chez nous. L'histoire a fait qu'on a eu les magasins, on a eu le site web et maintenant on a le mobile qui ont évolué un peu chacun de leur côté. C'était très bien parce qu'il fallait aller vite, on l'a dit tout à l'heure, donc on a rempli cet objectif de rapidité. Et maintenant, il faut les mailler, il faut les connecter parce que il n'y a pas un client MobileNet, un client desktop et un client magasin, c'est les mêmes clients. Et donc il faut casser un peu les silos qui s'étaient créés ces dernières années. Qui sont créés schématiquement, hein, ils sont pas forcément là, donc effectivement c'est tout reconnecter et puis ensuite profiter de tout ce que le mobile peut apporter. On a parlé de simplifier les interfaces, tout le côté instantanéité aussi que le mobile a apporté et qui est désormais un dû pour les clients. Et encore une fois, pour une entreprise comme nous, c'est beaucoup de changements organisationnels en termes d'état d'esprit, etc. Donc, encore de beaux et gros challenges à venir pour les années futures. Et on invite évidemment toutes les personnes qui ont des besoins de bricolage ou de jardinage, hein, c'est la saison, à se rendre chez Leroy Merlin. Ou de cours de bricolage, ou de déco, il y a tout ce qu'il faut. Merci Nicolas. Sébastien, également un mot de conclusion. Je trouve qu'ils ont des titres extraordinaires, hein, parce que vous êtes responsable du mobile, c'est ça, hein, et le mobile, c'est quand même aujourd'hui la vraie révolution, puisque la techno qu'on va utiliser derrière, peu importe, mais la clé de voûte aujourd'hui du changement, c'est le mobile, puisque grâce au mobile, aujourd'hui, effectivement, on peut commander, on peut être détecté avec des e-beacons, on peut faire des push avec des notifications, on peut se servir de son mobile pour commander son McDo. Donc, je pense que effectivement, et c'est pour ça que ça m'intéressait de venir ce matin, parce que je pense que le thème du mobile, il y a des tas de technologies qui sont en train de naître autour, mais la base de tout, c'est le mobile qui nous permet aujourd'hui de développer des tas de choses. Je veux dire, aujourd'hui, le parcours client en magasin, on va pouvoir le détecter complètement comme sur un site internet. On va pouvoir voir notre client à tel endroit, que le produit est en train de passer de tel à tel endroit. On n'aura même plus besoin de CRM tel qu'il existe aujourd'hui, puisque avec toute la détection, il y a des boîtes aujourd'hui qui détectent les IP des mobiles, on peut faire des comptages extérieurs, des comptages intérieurs. En tout cas, clairement l'avenir de votre métier passe par cette technologie. Donc c'est vrai que le magasin physique va être géré exactement comme un site web. Ouais. Le digital, hein, c'est ça. Grâce au mobile. Et on invite évidemment tous ceux qui ont des besoins en lingerie. Merci Steve, entre autres. Et on invite évidemment tous ceux qui veulent acheter des sous-vêtements, par exemple, à aller dans vos boutiques. Il y en a une à proximité ? Il y en a une, oui, bien sûr, il y en a à proximité. Et rappelez-nous l'adresse de la Undies Machine. C'est 47 rue de Rivoli. D'accord. Voilà, ça peut être aussi je vous invite à aller jeter une expérience. Alors là, c'est les soldes. Donc pendant les soldes, on arrête les machines pendant une semaine parce que les volumes étant tellement incroyables. Mais allez essayer l'expérience et surtout télécharger l'appli Undies pour voir l'expérience mobile. Très bien. Merci Julien. Henri, également un petit mot de conclusion. Moi, ce que je vois arriver, c'est, on a un peu parlé, mais c'est les chatbots. Je pense qu'il ne faut pas minorer ce sujet. Je pense qu'il faut être dans le lâcher-prise quand on a une marque. C'est ce que j'essaie d'insuffler. Ce que je veux dire par là, c'est que être sur une application qui est un système fermé, etc., je serais curieux de refaire cette conf dans 2 ans. Je pense que les gens, le conversationnel va être un vrai tsunami. Je disais un article qui parlait vraiment d'une nouvelle révolution qui arrive, et donc tout ne va pas se passer sur l'UX, sur les applis et sur le paiement, mais vraiment sur l'instantanéité. Donc, je suis d'accord, le point de contact sera le device, mais l'avenir sera peut-être pas l'application en natif de Bazar Chic, et ce sera peut-être d'être sur Facebook Messenger et les autres pour vraiment proposer autre chose, mais qui sera complémentaire. Donc ce sera peut-être jamais la majorité, mais c'est quelque chose qu'il faut beaucoup regarder. Et cette instantanéité doit pas faire peur, doit être une opportunité.
Quant au physique, c'est clairement une grosse tendance. Ça doit devenir quelque chose qui doit s'industrialiser. On y réfléchit et on verra bien. Très bien. Et en tout cas, on se donne rendez-vous dans quelques mois. Et n'hésitez pas à faire vos courses et les soldes sur l'application Bazar Chic. Et on fait pas que de la mode. Et on fait pas que de la mode, Il y a de évidemment. la déco, du vin, et du voyage. Merci en tout cas à tous les quatre. Et on va donner la parole à Franck Rosenthal.